Bon, mais bonjour Claude, je suis ravie de vous accueillir pour cette interview. Est-ce que déjà vous voulez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Moi, je vous connais. Surprise, je vous ai eu en tant qu'étudiante à l'époque où j'étudiais la communication, mais je sais que vous êtes multidimensionnel. Donc, est-ce que vous pourriez faire un résumé de qui vous êtes, Claude? Alors, donc je m'appelle Claude Faber. Je suis né en 1964. J'ai fait à la base des études, j'ai fait le même IUT que vous, de 82 à 84. J'étais étudiant là-bas. À l'époque, on appelait ça, la formation s'appelait relations publiques. Il n'y avait pas communication dans le terme. J'ai, après, plus tard, j'ai fait un master, enfin, on n'appelait pas ça master. On appelait ça DESS, Mm. gestion et administration de la communication. Quand je suis sorti des études, j'ai bossé dans des agences de com, comme attaché de presse, comme concepteur-rédacteur. J'ai participé à la création d'une agence qui s'appelait Profil Conseil. J'ai été embauché à l'époque au conseil général après pour m'occuper du magazine qui s'appelait Canal 31. J'ai ensuite bossé dans une boîte privée qui s'appelait Newtech, qui dépendait du groupe Infogrames. C'était le début de l'audiotel. Et il m'avait embauché pour travailler sur le. C'était les 3615. Enfin, non, c'était pas les 3615, ça c'était le Minitel. C'était de l'audiotel. Et en fait, ils cherchaient des rédacteurs. Donc, j'ai écrit plein d'histoires de Bugs Bunny, de Titi et Gros Minet, d'Astérix, voilà. Les enfants, ils écoutaient les histoires au téléphone. C'était le début de l'audiotel. Et en fait, j'ai après principalement bossé pour la NBA, le championnat de basket américain. J'ai quitté cela et j'ai été embauché aux éditions Milan comme reporter parce que je faisais de temps en temps aussi du journalisme, mais c'était la com qui prenait le dessus. J'ai été embauché comme reporter aux éditions Milan sur Méditerranée Magazine, Pays de Provence Magazine. Ensuite, je suis devenu chef de rubrique aux clés de l'actualité senior, qui était un hebdomadaire d'info générale pour les jeunes et à l'époque, il n'y avait pas Internet, qui expliquait l'actualité aux jeunes. Le Monde m'a débauché parce qu'il créait un hebdo d'information générale à Toulouse qui s'appelait Tout Toulouse. Ouais, tout ça, j'étais à Toulouse. Mm. J'ai été donc journaliste politique pendant un peu plus d'un an pour Le Monde, du moins pour cet hebdo. Et après ça, parce que voilà, l'hebdo n'a pas poursuivi, en, je sais pas, 15, 16, 17 ans, euh, j'ai cumulé. J'étais principalement reporter, donc j'étais journaliste, j'avais la carte de presse, j'étais reporter indépendant. Je bossais principalement pour Géo, National Geographic, Grand Reportage, j'étais correspondant d'Art Magazine, Courrier Cadre, etc. Mais je pouvais aussi bosser, j'ai fait des papiers pour Le Monde, pour des hebdos, pour Elle, etc. Bon. Principalement sur des sujets société. Parallèlement à ça, de temps en temps, j'étais sollicité pour faire de la com, du moins du conseil, hein, en écrit, etc. J'animais pas mal de colloques, de débats, etc. J'étais prof aussi. Voilà, parce que rapidement, j'ai été sollicité par l'IUT pour devenir intervenant, vacataire. Puis plus ça allait, plus il me filait des heures. Et jusqu'au jour où on m'a proposé un poste de PAST, on appelait ça, c'était de maître de conf à mi-temps. Donc j'étais prof à la fois à l'IUT, en niveau licence, je suivais, j'étais responsable des projets tutorés, et j'étais membre du jury de la VAE aussi, et je suivais des étudiants qui étaient en master. Je suivais du moins des stages et des mémoires. Et puis, après, au terme de ces années de reportage, de com, d'animation de débat, je faisais des livres aussi. J'étais embauché comme DIRCOM d'une collectivité. Donc j'ai été directeur de la communication ce qu'on appelait le conseil général à l'époque, maintenant le département des Pyrénées-Orientales, parce que j'avais déménagé entre-temps. J'y suis resté 10 ans et
Aujourd'hui, je suis libraire. Rien à voir. Je suis libraire. À la fois, j'ai créé 2 choses, une association qui s'appelle Les mots, l'émotion, avec laquelle j'organise plein d'événements de lecture publique et des événements littéraires. Et j'ai créé la librairie Oxymore, là où je vis, à Port-Vendre. Voilà, en gros. Donc, dans votre parcours qui est singulier et qui est si riche, quel serait finalement pour vous le fil rouge qui relierait tous ces métiers? Bon, il y avait 2 choses. Il y a d'abord l'amour des mots, parce que quand j'ai fait de la com, en fait, au départ, en fait, c'est simple, hein, quand j'étais à Toulouse, que j'étais étudiant, euh, je voulais pas aller faire, je rêvais, je voulais écrire et voyager, moi. Il y a que ça qui me branchait. Mais j'étais amoureux et j'ai pas voulu quitter, je voulais pas partir faire tenter une école de journalisme et j'ai fait l'IUT. Ce que j'ai absolument pas regretté, mais je pensais pas au départ être sur une voie de communication. J'ai découvert, après j'ai appris vachement de trucs, hein, d'être concepteur-rédacteur en agence, ça me plaisait, mais je sentais que c'était pas, voilà, que ça allait au bout d'un moment que j'allais tourner en rond. Attaché de presse, ça me plaisait bien aussi. Mais c'était en fait, c'était ça en fait, je voulais écrire. Donc quand je suis devenu, donc c'est pour ça qu'aussi après personnellement, j'ai écrit pas mal de bouquins, de recueils. Donc c'était ça le fil conducteur. Après, il se trouve que quand par exemple ces dernières années, avant d'être libraire, on m'a proposé d'être DIRCOM. J'avais l'impression qu'il fallait pas que je dise non quand on m'a fait la proposition de postuler. J'étais sûr que j'aurais jamais le poste, puis je l'ai eu. Bon, je le regrette pas. Mais pendant que j'étais DIRCOM, j'ai continué de beaucoup d'écrire, de mener pas mal de Hmm. projets, etc. Donc il y a toujours eu cet amour des mots. Après, la librairie aujourd'hui a fait le lien de la somme de tout ça. Il y a Hmm. un grand espace autour du voyage. J'organise toutes les semaines des rencontres littéraires. C'est moi qui gère la com, bien sûr, de mon lieu, de mes événements. C'est ça, il y avait à la fois l'amour des mots et bah, j'aime bien aussi la communication au sens de la communication. La communication plutôt entre les gens. Voilà, Oui, c'est ça un qui me espace de plaisait. rencontre au final. Ouais, c'est ça. Ouais. La librairie, elle est conçue comme ça aujourd'hui. C'est vraiment un espace que je souhaite de partage, de rencontre, de concertation, de prise de position aussi, etc. Alors, notre numéro du magazine dans lequel vous êtes interviewé va être dédié à une thématique qui est la communication en conscience. Hmm. Quand je vous évoque cette notion, est-ce que ça vous évoque quelque chose de particulier? Quelle définition vous donneriez-vous à une communication dite en conscience? Alors, tout ce qui concerne de toute façon la pleine conscience, la conscience et quelque chose là, c'est des choses qui me passionnent, qui m'intéressent déjà personnellement. La communication en conscience, alors je sais pas exactement à quoi ça correspond. Moi, si je l'entends, heu, si je crois bien l'entendre, c'est une communication qui serait, d'abord attachée à des valeurs aussi d'écoute, des valeurs, de prise en compte de vraiment de l'autre. Et je cherche le terme. Ouais, des valeurs d'écoute. Je pense qu'on est trop souvent, je vais répondre à la question. Je pense qu'on est trop dans le terme de dans le domaine de la communication, dans aussi les a priori, les arrangements, les raccourcis, les habillages, etc. Et si vous l'entendez comme cela, en effet, je pense qu'il y a la place et de quoi s'interroger sur ce qu'est une communication qui soit aussi consciente de ce que l'on porte, consciente des relations humaines, consciente de la notion d'écouter, consciente de la notion de dire, etc. Et et donc, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des flux permanents, de la communication de partout, pensez-vous que les mots peuvent encore transformer nos vies et nos sociétés? Mais plus que jamais. Mais au secours, au secours. Les réseaux, j'ai rien contre les réseaux. Mais je vais dire, c'est comme un marteau. Un marteau, c'est absolument génial. Avec un marteau, vous pouvez construire une cabane, abriter une famille, c'est génial. Mais avec un marteau, vous pouvez défoncer la tête de quelqu'un et faire des grosses bêtises et des grosses conneries. Je suis pas anti-réseau à la base. Je trouve que c'est pas con. Puis voilà, c'est comme voilà. Mais après, c'est l'usage qu'on en fait.
Et non seulement l'usage que l'on en fait et la régulation, la réflexion que l'on mène autour de cela et la conscience ou pas, justement, de l'importance de l'outil et de ses limites et de ce qu'il doit être. Donc qu'il y ait en même temps réseau ou pas réseau, bon, il se trouve que les réseaux sont là. Mais bien évidemment qu'on a besoin toujours d'écrits, de mots. L'oralité, c'est une belle chose, certes, c'est important, mais qu'on les écrive, qu'on les retranscrive ou qu'on les dise, mais ils ont leur importance. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que encore plus que jamais, on se retrouverait aujourd'hui comme étudiante et prof. Mais je vous bassinerai avec ça, sur le fait que, bien évidemment, déjà quand on s'est connus il y a donc je sais pas combien d'années, mais vous voyez par exemple, je vais répondre aussi, mais quand j'ai à ce moment-là, après mon DESS, je m'étais inscrit 2 fois, pour faire ma thèse, puis j'ai pas eu le temps et cetera. Bon, pour plein de raisons de ma vie. Mais mon sujet, c'était le traitement de la vérité et de la vraisemblance. C'est-à-dire qu'on était déjà confrontés à une communication. Vous savez que moi, quand j'ai été étudiant à l'IUT, on avait un cours, un prof qui nous avait fait bosser sur un livre qui s'appelait Communication et manipulation. Et on nous amenait à travailler, bien évidemment, sur l'authentique, sur les faits, Mm. sur les a priori et sur les stéréotypes et sur les clichés, etc. C'est les mots qui doivent nous aider justement à bien identifier les choses et à bien dire les choses. Et dans le carnage actuel, qu'il s'agisse des relations sociales, hommes-femmes, géopolitiques. Enfin, les mots sont tellement mal utilisés et tellement pas ils ne correspondent tellement pas à leur sens premier, etc., que bien évidemment, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'eux. Si on se limite simplement au travail de l'image et au format Twitter, aux raccourcis, aux a priori, etc., c'est un carnage. Vous savez, moi, par exemple, il y a un truc que j'aime pas. J'ai toujours fait rire mes enfants avec ça. Moi, je supporte pas le zapping. C'est une émission que j'aime pas. Mm. J'aime pas. Pour moi, c'est le stéréotype même de tout ce que je déteste dans le monde. On va dire, vous allez sourire, mais dans le monde communicationnel libéral que je déteste. Ouais, C'est-à-dire du raccourci et de du l'a raccourci. priori, et on enchaîne des clichés, et on enchaîne des clichés. Mm. Et avec ça, ben voilà, aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quoi qu'on dise, de toute façon, bon, je vais pas faire la liste de tout ce que l'on entend à la télé, mais voilà. Donc c'est les mots, si, les mots, la littérature, la poésie, bien évidemment, doivent être au cœur de tout ça. Alors Je c'est sais pas marrant si parce je que suis clair, mais bon. non, non, mais si, parce que justement, j'avais une question qui était justement par rapport avec l'enseignement et ce que vous diriez aujourd'hui aux jeunes. Et en fait, vous avez répondu dans la question, dans votre réponse, pardon, à cette question-là. Je sais Donc, pas je vais si vous, passer à pardon, une autre. pardon Virginie, je sais pas si vous vous souvenez d'un truc, si je peux me permettre. Oui? Quand on était en cours ensemble, Hmm. on m'avait demandé à la base de travailler sur l'écrit, etc. Et c'est moi qui avais décidé, voulu absolument nous faire travailler sur ces foutus circuits courts, etc. Mais en fait, ce que je voulais juste souligner, c'était l'importance du fond. Et que Hmm. la forme, c'était très bien. S'il y a la forme, voilà. Mais vous vous souvenez, je vous disais toujours, c'est pas le maquillage qui fait la beauté. Hmm, hmm. Et la beauté, on peut en débattre. Donc, c'est vraiment le fond. C'est Et oui, vraiment le alors fond, qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a inversé. bien sûr. Il suffit de regarder. Alors, pardon, je vais citer un exemple. Regardez ces news, et puis voilà, vous avez tout compris. Et ça serait un exemple d'ailleurs. Je serais prof aujourd'hui, mais il y a quand même un régal. Enfin, un régal, je sais pas si c'est un régal. Il y a des Oui, matières il à y a matière. étudier, mais il y a matière. Non, pardon, je vous ai coupé. Non, non, alors j'allais rebondir sur une toute autre question, sur, donc, dans le prisme de tout ce que vous faites, là, j'allais plutôt partir sur les lectures publiques. Et j'avais envie de savoir ce que vous apportez, cette expérience de la lecture publique, cette incarnation des textes par la voix. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et qu'est-ce que vous construisez avec le public? Alors, euh, historiquement, les textes, ils ont toujours été faits pour être lus.
C'est au Moyen Âge que on s'est rendu compte qu'on pouvait lire pour soi, parce que l'imprimerie, parce que la pratique religieuse faisait que on se mettait dans un coin et on pouvait lire les évangiles tranquilles qui étaient imprimés, et on n'avait pas à les partager. Puis après, on a redécouvert que c'était bien aussi de les partager. Donc moi, j'adore lire pour moi et ne lire que pour moi un truc que je lirai à personne. Mais je crois beaucoup en plusieurs choses. D'abord, dans la recherche d'émotions des gens, quoi qu'on dise. On est dans un, alors c'est d'une banalité absolue ce que je veux dire, on est dans un monde d'une telle violence et d'une telle parfois euh, simplicité, voire bêtise, que il faut pas croire que la majorité d'entre nous, la majorité des gens qui nous entourent, sont forcément dans la même logique. Je ne le crois pas. Je pense que euh, il y a une quête d'émotion beaucoup plus importante que ce que l'on peut croire. Il y a une quête de sens. Alors après, on pense pas tous la même chose, on n'a pas tous la même sensibilité, etc. Mais il n'empêche que nos vies de femmes et d'hommes font quand même que on est quand même en attente que d'autres choses que de simples informations sur la météo ou les humeurs de Trump ou des résultats sportifs. Euh, Même si j'ai rien contre les résultats sportifs. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'empêche. Alors après, chacun va trouver les émotions où il veut. Hein, euh, et moi, ce que je me régale à faire, et je vois a priori que ça plaît. Alors je dis pas, je remplis pas un stade de France avec ça. Mais enfin, les lectures au lever de soleil, quand j'ai lancé ça, par exemple, il y a 7 ans, je fais ça des lectures à 5h30 du matin, hein, face à la mer. Il y avait 20-25 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes par matin. Et le dernier matin, il y avait 250 personnes. Et le Ah, dernier quand même, matin, pour de bien la sûr, lecture? la lecture musicale. Alors, je lis pas Oui. seul. Mais le dernier matin, on a lu en arabe et en français. J'avais un ami qui s'appelle Walid Ben Selim qui clame et qui chante en arabe. Moi, je lisais en Mhm. français. Il y avait une pianiste. C'était de la poésie de Mahmoud Darwish. Et il y avait 250 personnes pour écouter ça. C'est pas forcément, c'est pas forcément une poésie, comment dire, vers laquelle se précipiteraient forcément les gens, et la plus accessible, etc. Mm. Chacun y trouve. Et d'ailleurs, dans le choix de tous les textes que je lis, je me fais un plaisir. De temps en temps, je sors comment j'ai un tube poétique. Je sais pas, un Verlaine, un Baudelaire, un Prévert, voilà. Mm. Mais je, vraiment, je me fais plaisir par rapport à ça. Je pioche dans, que ça soit de la poésie amérindienne, que ça soit de la poésie, que peu importe le siècle, que ça relève plus du haïku ou, ou de la tribune poétique, enfin, peu importe. Je lis parfois des paroles de chansons aussi, sans forcément que les gens entendent la musique ou quoi que ce soit. Mais ce qui est indéniable, c'est que les gens sont, et c'est toutes les générations, attention, hein, c'est pas que des personnes âgées ou des amoureux de la poésie, il y a tout, il y a vraiment de tout. Ils sont en quête de mots qui tout d'un coup, alors ces mots vont les porter, pas les porter, leur dire quelque chose ou pas les porter. Vous savez, quand il y a souvent des gens qui me disent, à la librairie ou ailleurs, ils me disent: «Ah mais moi je comprends pas la poésie, je vois pas ce que ça», mais je leur dis: «Mais la question c'est pas de comprendre, c'est pas la question, la question c'est de ressentir, c'est tout». C'est pas, je, peut-être qu'il y a des choses que je comprends pas dans ce que je lis, enfin du moins dans ce que je comprends pas. Peut-être que l'auteur ou l'autrice dirait: «Ben, si on en discutait, on comprendrait pas la même chose». Quand on va dans un musée et qu'on regarde un tableau, on n'est pas forcément est-ce maître en beaux-arts pour analyser un Renoir, un Van Gogh ou je ne sais quoi. On le ressent. Mm. Donc, cette notion de ressenti, et là, je le vois, il y a des gens, je pense qu'il y a un travail de pleine conscience pour la part de certains. Ils viennent puiser, d'essayer de se reconnecter à des choses, je vais le dire, en athée que je suis, de leur cœur, de leur corps et de leur âme, ce que je crois, de leur esprit, dénué de tout. Moi, personnellement, j'ai vaincu toute religion, mais en revanche, ces trois notions-là, j'y tiens, j'y crois. Enfin, je sais qu'il y a, il Mm. n'empêche que il y a ce que l'on ressent aussi.
ce que peuvent ressentir nos corps, et aussi, il n'y a pas que nos corps qui ressentent des choses, il y a nos cœurs, et puis aussi, il y a ce qui turbine là-dedans, qui est une formidable machine. Donc, de se reconnecter à eux, de se reconnecter peut-être aux autres, de se reconnecter peut-être au monde, en se disant que c'est quand même un monde de fous furieux dans lequel on vit, où il y a quand même des horreurs, il y a des génocides, et puis il y a des choses aussi qui sont plutôt formidables, etc. Mais que, voilà, ce tout-là, on a besoin de se... Je pense que ça passe... Alors, ça passe aussi par les notes de musique, mais ça passe aussi par les mots. Et donc, à travers, ces projets qui sont votre actualité, ces dernières années, donc c'est-à-dire la librairie, l'association, les lectures, est-ce que vous avez l'impression de faire un peu comme votre part du colibri, d'œuvrer à quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez lancé finalement tous ces projets-là, quand vous avez fini, on va dire, la partie de carrière qui était plus en attrait à communiquer sur des messages qui étaient des messages d'autres, aujourd'hui, est-ce que ce projet-là est né d'une envie de d'aller plus loin dans un projet de sens personnel ou c'est venu comme ça, chemin faisant? Non, il y avait de ça. Si vous voulez, moi, j'ai toujours essayé de trouver du sens dans ce que je faisais. J'adorais être à l'IUT. J'adorais être prof. Pas pour, en fait, ce que j'aimais le plus, c'était la relation que j'avais avec vous, les étudiants. Mm, Je m'en foutais. Ils étaient sympas, mes collègues. C'est pas ce que je dis, mais je m'en foutais. mm, Je me sentais pas, comment dire, je me sentais pas appartenir au système. Et quand j'étais en agence de com, euh, il y avait des sujets, franchement, vraiment, on me demandait d'écrire ou de faire des trucs. Bon, je le faisais, il fallait bouffer, il fallait dire les choses, etc. Mais je sais que j'avais des, comment dire, j'avais des limites. Il y avait des choses sur lesquelles j'avais pas envie de bosser sur n'importe quel sujet. mm, mm, Comme j'avais pas envie de bosser, j'ai jamais bossé, je le dis franchement, j'ai jamais bossé pour des collectivités de droite. Voilà, j'avais toujours besoin d'être raccord avec des choses. mm, Quand j'étais journaliste, là où je me suis le plus régalé, je me sentais pas journaliste non plus. J'avais l'impression d'être un peu. Ce qui me plaisait, c'était de rencontrer du monde, c'était discuter, et puis c'était d'essayer de témoigner de ce que vivaient certaines femmes et certains hommes. D'ailleurs, quand je bossais pour Géo, il me filait jamais des reportages j'ai jamais fait la découverte d'une île paradisiaque et de la décrire. Pour vous donner un exemple, le dernier reportage que j'ai fait pour Géo, c'est la frontière fermée entre la Turquie et l'Arménie, quoi. C'était vraiment un plan de merde total. Mais j'adorais. Parce que c'était une façon d'essayer de, et ce qui me plaisait le plus, c'était d'essayer de raconter, mm. de raconter aux gens, vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai vu? Vous savez ce qui existe sur Terre? Putain, c'est fou. Voilà, c'est ça qui me plaisait. Et la librairie, je dis toujours, elle a pas de mur, pas de fenêtre, pas de toit, de façon symbolique. Elle est ouverte à tous. Et c'est une envie de raconter le monde. Donc en effet, tous ces événements-là. Alors, je sais pas si je suis un colibri, je sais pas. Mais ce que je crois, c'est que, en revanche, tous les auteurs, les autrices, les auteurs que je lise, oui, eux, c'est des colibris. La poésie, c'est un très 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 beau colibri parce que c'est une façon de voir le monde. Normalement, sans dogme, sans, sans école forcément de pensée, une façon de le dire et de le voir d'une certaine façon, et d'inviter l'autre à le voir de cette façon-là, sous un angle peut-être différent, avec une émotion peut-être différente. Et c'est vrai que je suis souvent, je suis autant surpris que ému par tous les retours des gens qui viennent. C'est vrai. Il y a des témoignages, je sais pas, enfin, ça dépasse même de l'entendement, j'ai envie de leur dire, non mais Mm. c'est très gentil, mais faut s'exagérer, pas à ce point-là quand même. Mais je vois bien que comment ça porte. Mais attention, hein, il n'y a pas qu'en écoutant Faber et sa bande face à la mer que les gens ressentent ça, les moments forts. Enfin Mm, voilà. mm. J'ai vu hier un festival, un documentaire absolument génial, toute la salle était en larmes quasiment. Mais je pense que c'est un peu utile. Donc, dans vos différentes carrières, vous avez aussi été auteur. Est-ce qu'aujourd'hui vous écrivez encore aujourd'hui? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, je continue d'écrire. Mm. Là, j'ai un recueil là qui devrait sortir, je sais pas trop quand encore, parce qu'ils sont deux éditeurs à s'en intéresser.
J'ai un projet de livre là. Mmh. J'attends justement un texto d'un éditeur qui me c'est pas vraiment enfin, c'est pas une commande parce qu'en fait, du coup, il est convaincu par un sujet qui me tient à cœur. Alors ces dernières années, c'était plus enfin, du moins avec le lancement de la librairie, j'avais un peu levé le pied. Mais en fait, j'ai toujours écrit, même quand j'étais prof, même quand j'étais DIRCOM. Bon, c'est vrai, la poésie me tient beaucoup à cœur, donc ça, j'écris régulièrement des recueils, mais après, il y a eu des biographies historiques, un ou deux romans, des livres pour enfants, des livres sur la paix, sur Jules Verne, sur l'anarchie, etc. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Euh, alors, qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui? Je sais pas. Ce qui m'émeut, c'est la vérité des choses. C'est la vérité des émotions, la vérité des cœurs. Je sais pas si c'est parce que, enfin, ouais, plus je vis, plus je me dis que c'est ça qui compte, c'est d'avoir des histoires vraies, de ressentir, euh, quoi qu'on vive, de le vivre et de l'exprimer avec sincérité, avec force, avec conscience, pour reprendre notre expression. Ouais, je serais encore reporter aujourd'hui. Il y a des histoires que je vois, des histoires de femmes et d'hommes que j'aurais envie de raconter. Racontez. Ouais, de raconter. Et de dire, vous voyez, le monde, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit, que ce qu'on veut nous faire croire. Euh, et, et puis, il y a réellement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de souffrance que ce que l'on croit. C'est pas des souffrances à tous les niveaux, hein, je veux dire. Il y en a dans les couples, dans les familles, dans les enfances, chez les femmes, chez les hommes, dans toutes les sociétés, etc. Mais de raconter des choses, raconter le monde, voilà. Parce que je reste quand même assez curieux de ce monde. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je vois que vous collaborez régulièrement avec des artistes dans des disciplines variées. Il y a des musiciens, des comédiens, des photographes, bon, il y a plein de mondes différents et j'ai finalement l'impression que tout ce croisement, ça nourrit une forme d'engagement collectif, et que ça nourrit comme si ça amenait aussi à retisser un lien social, un lien culturel dans un monde Ouais, qui en est dénoué, donc bien finalement sûr, dénué par rapport à tout ce qu'on disait. bien sûr. Vous savez, il y a un point que j'ai pas évoqué, c'est que parallèlement à ça, je suis toujours président d'une grosse asso à Toulouse qui s'appelle le Tactique Collectif. Mhm, J'ai une longue histoire associative avec des copains. On s'est connus, on avait 16, 17, 18 ans dans les quartiers nord de Toulouse. Ça a donné naissance à Zebda, Groupe Motivé, etc. Tout ça, ça fait partie de mon ADN et c'est encore dans mon actu. Enfin, tout ça, c'est plus, mhm, c'est pas des amis, c'est de la famille. Enfin, vraiment, la famille Cherfi, Amokrane, etc. Et on a toujours travaillé, on a toujours voulu ne jamais perdre de vue des questions, ouais, politiques, sociales, etc., sans jamais, jamais, jamais les déconnecter du monde culturel. Et en sachant que, certes, on pouvait réfléchir, je sais pas si on fait avancer les choses, hein, mais qu'on pouvait réfléchir et faire réfléchir sur des questions vraiment, on va dire purement politiques, ou mhm, qu'elles concernent la question des quartiers populaires, de l'immigration, de l'extrême droite, de l'écologie, des droits des femmes, des droits des enfants, etc., etc. Des discriminations en tout genre. On peut l'évoquer avec des spécialistes, avec des hommes politiques, des femmes politiques, des sociologues, des experts, etc. Ce que je fais, moi, à la librairie, quand je fais venir du monde et qu'on s'interroge, hein, parfois des avocats, etc. Et puis, euh, il faut aussi que le monde culturel a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui sont pas forcément dans leurs propos. Il y a des gens qui sont beaucoup plus politiques que ce que l'on peut croire. C'est pas parce que leurs chansons, leurs films, etc., ne portent pas forcément une revendication politique, qu'ils n'ont pas d'abord une conscience et ensuite une utilité et une mhm. action. Et c'est vrai que je tiens beaucoup à ce que les gens qui répondent à mes rendez-vous Mhm. croisent aussi bien
des gens qui vont clamer de la poésie, que des gens qui vont jouer du piano ou du oud ou qui seront plus sur un registre classique ou rock'n'roll, je sais pas. Mhm. Et alors après, bien sûr, je choisis aussi les artistes qui, comment dire, qui ont envie de contribuer à cela. Enfin, bon, voilà, il y en a certains qui en auraient pas envie. Et puis, comme vous le dites, vous l'avez compris, il y a des choses qui continuent, même à 61 ans, qui continuent de me préoccuper dans la vie. Et je lâcherai pas mon envie d'être aux côtés enfin voilà, de sensibiliser ou de combattre contre les discriminations, contre je sais pas quoi, contre les dogmes, quels qu'ils soient, contre le racisme, etc. Bon, je sais pas. Donc oui, tout ça, ça participe à explicitement ou plus ou moins explicitement à un même mouvement. Parce que, comme je le disais, je pense que en effet, tout ça, ça travaille sur, ça doit interpeller en fait les consciences, ça doit émouvoir. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va peut-être pas forcément. J'ai un autocollant devant moi là sur Hiroshima. Je fais pas mal de choses chaque année sur le nucléaire et sur les hommages à Hiroshima et Nagasaki. Je demande pas aux gens à connaître par cœur et avoir une position sur ce qu'ont fait à l'époque les Japonais ou les Américains, mais d'être conscient quand même de. Et parfois, eh ben, ça passe par la poésie, ça passe par de la musique, ça passe par voilà. Et ça va un peu dans. L'idée, c'est d'aller un peu dans le même sens. Alors, avec une vie aussi riche et plurielle, avec des engagements quand même très forts dans les actions que vous faites, quel rêve vous resterait-il à réaliser encore aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme rêve dans le coin de la tête? Est-ce que vous en avez d'ailleurs? Ouais, que mes enfants, mes petits-enfants et ma nana soient heureux. Voilà, ça déjà, ce que je leur souhaite. Et les gens que j'aime aussi. Que ça dure, je sais pas, mais je sais pas, j'atteins une forme de sagesse en sachant qu'un jour ou l'autre, je sais pas, si j'ai envie j'ai l'impression de pas en avoir assez fait, de pas en avoir assez lu, avoir assez écrit, assez organisé, vraiment. Et il y a des fois, je me dis, putain, faudrait se bouger un peu parce que ça passe vite et l'impression de pas en avoir assez fait. Mais je sais pas, ce dont je rêve, c'est que, enfin, peut-être globalement, j'ai vraiment un rêve de paix. J'aimerais en fait mais je crois que ça va être compliqué, mais pas simplement qu'au niveau géopolitique. En fait, ce que je souhaite à tout le monde, c'est de vivre en paix, mais en paix avec soi. Alors après, si c'est une vie en paix qui ne correspond pas forcément à mes critères, mes valeurs, peu importe, je m'en fous. Mais si les gens, de toute façon, si les gens ils s'aimaient un peu plus, déjà, s'ils étaient un peu plus conscients de ce qu'ils sont, ils seraient un peu plus, ils aimeraient un peu plus les autres, ils seraient un peu plus conscients des différences et de ce que sont les autres. Et pour vous, aller se reconnecter à sa paix intérieure et aller se reconnecter à soi et apprendre à s'aimer, ça prend quelle forme? Alors là, je sais pas quelle forme ça prend. C'est d'abord par quel chemin ça Par passe. quel chemin, ouais. Ça, je ne sais pas. Euh, Il y a des gens peut-être qui ont des capacités. J'aime pas le terme de capacité parce que ça voudrait dire que ça établit un jugement de valeur, alors que je n'en établis pas. Mais bon, des capacités entre guillemets à travailler seul, à puiser dans la littérature, à puiser dans l'amour, à puiser dans la connexion avec la nature. Je ne sais pas. Mais vous donneriez quoi à des gens qui savent pas par où commencer ce chemin-là? Vous leur donneriez quoi comme conseils qui vous sont personnels finalement? Il y a peut-être deux choses. Bon, tout le monde n'aime pas lire, mais il y a une invitation à la lecture que je ferai, ça c'est sûr. Et après, il y a, plus je vieillis, plus j'en suis conscient de ça, enfin, une connexion avec la nature. C'est-à-dire de prendre vraiment conscience. Il suffit d'aller se balader, quoi, à un moment. Que ce soit un champ, que ce soit une forêt, que ce soit un bord de mer. Bon, j'ai de la chance, je vois la mer tous les jours. Mais de prendre conscience quand même de la puissance, de la subtilité de la nature, de sa fragilité, de sa complexité, de... J'avais été à un moment, parce que j'ai bossé sur les arbres, beaucoup, c'est un thème qui me passionne. Et j'avais été au Japon et c'est eux qui ont inventé les bains de forêt là-bas, enfin ce qu'on Mhm. appelle nous les bains de forêt. Je sympathisais avec une psy qui est maintenant qui part en forêt avec soit des gens, soit ils sont dépressifs, soit ils sont en chimio, soit il y a des enfants, etc. Et pour vraiment apprendre entre guillemets à lire.
la forêt. C'est absolument émouvant et déroutant quand on prend le temps de revoir, de prendre conscience, rien que déjà de toute la palette de couleurs, de toute la palette de sonorités, de la palette d'odeurs, de sensations, même tactiles. Quand on se rend compte qu'en touchant le tronc d'un arbre et le tronc d'un autre arbre, on se rend compte qu'ils n'ont pas la même température. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a plutôt une, une, une belle école de vie par rapport à ça. Et je pense que ça peut conduire à mieux se regarder soi, à être peut-être plus humble, moins dans l'égocentricité, c'est ça, hein? Et ouais, il y a de ça. Donc là, vous nous avez donné deux pistes. Une piste qui forcément est le lien avec toute l'interview qu'on fait aujourd'hui. C'est le lien avec les mots, donc une piste sur la lecture et une piste après sur la reconnexion finalement, à la simplicité même qui est de se reconnecter à la nature. Si on revient sur la première piste de la lecture, si aujourd'hui vous deviez conseiller qu'un seul ouvrage à nos lecteurs ou à nos auditeurs, lequel serait et pourquoi? Ouais, je sais, hein. Alors, Ça me fait la question. de Jan Kalman Stephenson, qui est un auteur islandais, Ton absence n'est que ténèbres. Voilà. Rien que le titre, déjà, ça vaut un prix Nobel de littérature. Et j'ai l'impression qu'il y a tout sur c'est quoi aimer, c'est quoi vivre avec, c'est quoi oublier, c'est quoi être vu par les autres, c'est quoi être soi. C'est d'une densité absolument somptueuse. Donc, et c'est de la prose, hein. Et c'est de la prose, mais c'est une prose que je trouve assez poétique, quand même, qui est très bien écrite. Et sinon, bon, j'ai droit qu'à un, alors, donc ça, voilà, ça serait ça. Ah, on peut faire un petit bonus si jamais vous avez Un envie. bonus. Bah après, je piocherai sûrement dans la poésie. Mais j'ai cité tout à l'heure Mahmoud Darwish, mais en fait, je crois, si on voulait justement trouver quelque chose qui est très fort, très profond, et qui, à mes yeux, peut ne pas freiner celles et ceux, il faut lire André Chédid. Voilà. Qui est pour moi une des poésies les plus belles qui existent. C'est la grand-mère Mhm. du chanteur. Mm. C'est absolument, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve que c'est vertigineux. Et je l'aimais quand on s'est connus, quand j'étais votre prof. Ben alors, en vieillissant, mais je me dis, mais quelle puissance! Quelle puissance! Aujourd'hui, que conseillerez-vous à notre public qui cherche à vivre et travailler avec plus de sens, à mettre davantage de conscience dans leur vie qu'elle soit personnelle et professionnelle? Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous leur conseillerez de faire quoi? D'abord, s'ils ont la chance de trouver du sens à ce qu'ils font, c'est déjà un grand pas. Mhm. Et je le dis sans jugement. J'ai tellement bossé dans plein d'endroits où j'ai vu plein de gens qui avaient plein de qualités, mais ils trouvaient pas le sens de ce qu'ils faisaient. Déjà, Mm. ça coince. Même chez les profs. Donc, ça coince. Mm. On devient aigri, on devient malheureux, euh, on fait bien ou on fait pas bien, je sais pas. Mais il y a un truc qui coince. Mais c'est très difficile. C'est surtout dans le travail en équipe, etc. De, à la fois de s'oublier, d'écouter les autres, vraiment. C'est-à-dire de ne pas toujours, de garder toujours un recul, comme si on était son propre spectateur aussi, de la scène qui se joue. Euh, C'était très compliqué, moi, quand j'étais Dirlo, quand j'étais Dircom. Que je suis bélier, j'ai un peu tendance à foncer parfois, à dire non, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais j'en ai fait des bêtises, mais j'en ai fait des conneries. Parce que je, après, j'essayais Mhm. d'avoir un regard sur tout ça. En fait, j'étais pas conscient de la scène qui se vivait. Et je m'arrêtais simplement à une lecture primaire
soit c'est un conflit, soit il faut gagner ça, soit il faut faire ci, soit il faut faire ça. Alors qu'en fait, l'interlocutrice ou l'interlocuteur peut-être attendait autre chose, Mm. attendait plus d'écoute, plus de considération, plus, je sais pas, peut-être de fermeté, plus de ci, plus de ça. C'était pas aussi simple que ça. Et du coup, il se jouait un truc où, en effet, si quelqu'un l'avait filmé, on m'aurait montré la chose Mm. après, sur un genre, j'aurais dit, mais n'importe quoi, Mais qu'est-ce que n'importe tu fais, Claude? quoi. Exactement, vous avez exactement raison. Et donc, c'est très compliqué de ne pas, dans ce monde du travail, surtout dans ce monde de la com, en plus, où on est aussi quand même. C'est un truc un peu frimeur quand même, c'est-à-dire Mm. qu'on est beaucoup dans L'ego, quoi. l'apparence, les a priori, les codes, à tous les niveaux, etc. Et, euh, et on a l'impression qu'on est pris dans un mouvement, dans un système, parce qu'il faut faire ça, parce que voilà, etc. Moi, je suis très heureux de voir des démarches comme la vôtre. Et quand j'étais IRCOM, j'ai rencontré une agence de com, je ne sais plus le nom d'ailleurs. Ils avaient justement voulu un peu remettre à plat d'abord leur mode de relation en interne, les modes de relation avec les clients, et puis d'essayer de comprendre différemment les choses. Mais donc ouais, c'est bien aussi de regarder, d'écouter les autres, de se regarder soi un moment, parce que trop souvent on se voit pas et c'est pas, Et si on on n'est se pas regardait, on conscient de son. n'aimerait pas forcément ce qu'on voit, quoi. Mm. Ça, c'est comme dans tous les domaines de la vie, ça c'est sûr. Mais après, il y a un moment, faut accepter ce qu'on est aussi, hein. Puis c'est pas mal aussi de se voir. C'est en effet, c'est pas simple, hein. Mm. C'est pas simple, hein. On n'a pas toujours été glorieux dans nos boulots, nos amis, nos amours, nos enfants. Bon, ah, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Je vais avoir une dernière question qui va juste permettre plutôt de savoir quelle est votre actualité. Est-ce que vous avez des projets à venir? Quelle est l'actualité de la librairie, de l'association, tout ça, quoi? Qu'on sache un petit peu si on a envie de vous retrouver, même si on est à l'autre bout de la France et qu'on a envie de la traverser pour aller voir ce qui se passe à Port-Vendre. C'est quoi l'actualité à venir, là? Alors là, cette semaine, après-demain, j'organise un petit festival à Port-Ventre qui s'appelle Ils sont les voix Mhm. pendant 4-5 jours. C'est des moments de lecture publique, rencontre avec auteurs, de petits spectacles qui mêlent à la fois la poésie, la musique, mais ça passe beaucoup par l'oralité. Donc ça aura lieu cette semaine. Après, la librairie, elle a des rencontres littéraires toutes les semaines. Donc le calendrier se remplit plutôt pas mal, déjà jusqu'à la fin novembre, etc. Il y a aussi bien des grandes autrices comme par exemple Lydie Salver qui avait eu le Goncourt il y a quelques années qui vient. Il y aura des rencontres aussi sur les enfants de républicains espagnols, sur les questions écologie. Laura Ilonati qui est une romancière, bon, etc. Bon, tout ça, c'est toutes les semaines. Et après, moi personnellement, donc je sais pas quand, peut-être tout à l'heure je saurai si. Donc j'ai un recueil qui va sortir, mais je sais pas chez qui encore. Et je travaille donc à la demande d'un éditeur, enfin pas à la demande d'un éditeur, c'est moi qui lui ai proposé, mais du coup il m'a demandé d'y réfléchir. Je suis très 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 intéressé par la photographe américaine Lee Miller, et dont on a vu un film là il y a peu de temps avec, voilà, et en particulier, ça serait un sujet à étudier pendant un an avec des étudiants. Mon sujet se tourne autour de la fameuse photo qu'elle fait dans la baignoire d'Adolf Hitler. Mm. Elle va dans son appartement et elle pose. Et je suis tellement en colère sur les jugements, les a priori, encore aujourd'hui, que l'on fait sur cela, alors que cette photo est à déchiffrer, décoder, comprendre tout ce qu'elle a voulu. Cette photo est incroyable par tout ce qu'elle a voulu mettre ce jour-là, euh, en lien avec sa vie, sa propre vie, de femmes. D'abord deux petites filles, de femmes, d'artistes, de photographes, politiquement, etc. Bon, voilà. Voilà, voilà. Voilà, madame.